Bienvenue à Éthique en pratique, un balado réalisé par l'Institut d'éthique appliquée de l'Université Laval. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce tout premier épisode de Éthique en pratique. Je me présente, Édouard Goupil-Leroux. Et moi, Alexandre Poiré. Nous serons vos animateurs pour cette première saison du balado, où nous explorerons l'éthique appliquée sous tous ses angles à travers des invités tous champs confondus. Bonne écoute! Nous avons aujourd'hui le privilège d'accueillir l'un des cofondateurs de l'Institut, M. Luc Bégin, professeur associé à l'Université Laval, ayant plus de 35 ans d'expérience dans la faculté de philosophie et actuellement président de la commission de l'éthique en sciences et technologies. Bonjour, M. Bégin. Bien le bonjour à vous deux. Si je peux commencer avec une première question qui est un peu plus introductive, générale. Vous qui avez été cofondateur de l'IDEA, puis qui l'avez dirigé durant ces 12 premières années, qu'est-ce qui vous a motivé à mettre un institut de recherche qui est axé non seulement sur l'éthique appliquée, mais qui a une visée ou une approche, si je peux dire, une approche multidisciplinaire? Bon, il y avait plusieurs éléments à l'époque là, qui nous motivaient à travailler en ce sens. Au moment de fonder l'Institut, il y avait un représentant de la faculté des sciences sociales et il y avait un représentant de la faculté de théologie, sciences religieuses et moi comme représentant de la faculté de philosophie. J'avais présidé le comité qui élaborait là, cette initiative-là. L'idée essentiellement, c'est qu'on voulait regrouper les forces qui existaient dans le domaine sur le campus. Et quand je parle de regrouper les forces, bien, vous voyez déjà, il y avait 3 professeurs de 3 facultés différentes. Donc, on avait des gens, à l'époque, ce qui était peut-être dominant en éthique appliquée, c'était le volet bioéthique, où l'Université Laval était particulièrement bien représentée par des gens de la faculté de droit, en théologie, sciences religieuses. Il y avait des spécialistes. Il y avait des gens chez nous aussi spécialistes, Madame Parizeau. Il y avait des gens en sciences sociales. Et on se disait, ben, il y a même encore plus que ça à l'Université Laval. Il y a des gens qui s'intéressent à différentes questions d'éthique appliquée en sciences politiques, en communication, dans différents domaines des sciences même. Et il n'y a pas de lieu d'échange pour que ces personnes-là puissent collaborer entre elles. L'idée au point de départ, c'était vraiment, est-ce qu'on est capable d'asseoir ces gens? Et à partir de ça, de créer des occasions de conférences, de colloques, de publications conjointes aussi et de développement de la recherche. Donc, c'était à la fois d'apprendre les uns des autres quelles sont, par exemple, vos méthodes en anthropologie pour aborder les questions d'éthique. Comment en droit on aborde ces questions-là? Hein, le droit, quand même, discipline normative singulière, mais où on s'intéressait aussi aux questions d'éthique. Donc, l'idée était vraiment celle-là, qu'on puisse échanger sur nos méthodes, puisse échanger sur nos perspectives, voir d'éventuelles complémentarités à travers ça. Et puis, ultimement, si on est capable de développer des projets de recherche aussi à partir de thématiques qui sont transversales, qui intéressent donc plusieurs disciplines. C'était en gros l'idée là, qui était à la base de la création de l'Institut. Et évidemment, à travers ça, ce qu'on se disait, l'Université Laval peut devenir un acteur majeur au Québec de la recherche en éthique appliquée. Vous comprendrez que le volet multidisciplinaire, à ce moment-là, ça allait de soi d'emblée. Et pour moi, même quand j'étais étudiant en philosophie, donc ça remonte à il y a très longtemps, je travaillais déjà avec un professeur pour qui la multidisciplinarité était très importante. Et à ce moment-là, ça tombait sous le sens qu'on irait dans cette direction-là. Sur un autre ordre d'idée, on se demandait s'il existait en fait une certaine continuité ou plutôt une rupture entre les différentes théories morales qu'on pourrait appeler classiques ainsi que l'avènement de l'éthique appliquée.
Oui, je vais répondre, mais vous me permettez de faire du pouce encore un petit peu sur la multidisciplinarité. Oui, bien C'est sûr. peut-être Oui, bien sûr. parce que là, j'ai mentionné un contexte, mais un gros avantage de la multidisciplinarité aussi par rapport à l'éthique appliquée, c'est ça permet de comprendre la complexité des situations. C'est un peu un mode, pour moi, c'est un type de perspectivisme au fond. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable, si on est capable plutôt d'aborder un problème et des enjeux à partir d'éclairages disciplinaires variés, on a davantage de possibilités de bien cerner ce qu'il en est, de la complexité, ce qu'il en est, des défis que ça représente, et de mieux, à ce moment-là, travailler également les enjeux qui ressortent. Et, en bout de ligne, on peut espérer avoir davantage d'impact aussi sur la transformation de la réalité qu'à partir d'une seule discipline. Alors, je pense que c'est un des intérêts, je dirais, majeurs du travail multidisciplinaire. Si je vous comprends bien, l'un des objectifs, c'était d'arrêter cette espèce de recherche qui était unitaire dans les différents champs de recherche, que ce soit en sciences politiques, que ce soit en théologie, que ce soit en santé, que ce soit en sciences, pour comprendre dans une perspective peut-être un peu plus globale les interconnexions, si je peux les appeler comme ça, qu'on retrouvait dans le champ de l'éthique appliquée, puis d'établir, pas, j'ai envie de dire d'établir des bases, mais d'établir des liens sur lesquels les différents chercheurs peuvent s'appuyer, puis de comprendre la connexion qui se fait dans les différents domaines, même si justement ce sont des différents domaines. Exactement, c'est tout à fait ça. Sauf peut-être pour un point, c'est-à-dire on n'arrête pas pour autant l'expertise disciplinaire et il y aura toujours, et c'est une bonne chose, des chercheurs qui, dans chacune de ces disciplines-là, vont préférer continuer à faire le travail dans un cadre très unidisciplinaire. Ça a du bon parce qu'il y a de la grande spécialisation qui se fait à ce niveau-là, mais à mon sens, ça doit toujours en bout de ligne déboucher sur et alimenter de la réflexion multidisciplinaire. Je pense que c'est vraiment la beauté de la chose. Puis on le comprend très bien à l'époque quand je disais la bioéthique était le premier grand marqueur là, en éthique appliquée qui était très représenté à l'Université Laval. Bon, on avait des gens en médecine qui s'y intéressaient, des gens en droit, des gens en philosophie, des gens en théologie, sciences religieuses, au minimum. Ben, mettre ensemble ces regards-là, déjà, on arrive à mieux regarder qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut transformer ou guider ou orienter les actions. Puis à un niveau un peu peut-être plus personnel, comment en tant que chercheur, ça s'articule la multidisciplinarité? Parce que vous avez une formation en philosophie, mais lorsque vous êtes confronté peut-être à certains différents champs d'expertise, comment ça se traduit dans la pratique? C'est un immense défi. Ouais. C'est un défi au quotidien et je pense que ça relève beaucoup d'une question d'attitude par rapport au savoir. Et ça suppose, ça oui, je pense que je peux le dire comme ça suppose qu'on accepte une posture d'humilité. C'est-à-dire, notre discipline, puis ça, je renvoie, Habermas, dans un ouvrage du début des années 80, qui parlait du rôle de judicature suprême de la philosophie, qui doit être abandonné ou révisé, justement pour prendre en compte, je ne sais pas si lui-même a vraiment réussi, mais enfin, c'est une autre question, mais de manière à bien prendre en compte les autres discours. Et il parlait à ce moment-là notamment des théories de psychologie développementaliste qui alimentaient là, sa réflexion sur l'éthique. Et d'autres modèles aussi en linguistique notamment, et ainsi de suite. Donc, ça suppose de dire, OK, notre discipline, elle est essentielle, et on va certainement pas la renier. Hein? La philosophie, c'est fondamental. Bon. Mais en même temps, les autres disciplines ne sont pas que des annexes. Hein? Ce ne sont pas que des « oh, bah OK, ça va nous permettre d'ajouter un petit quelque chose ». Non, non, c'est beaucoup plus important que ça, les apports des autres disciplines qui viennent nous dire ben, attention, notamment le droit ou la politique, la science politique ou d'autres, qui viennent dire non, il y a d'autres regards, il y a d'autres méthodes qui permettent de comprendre la réalité, qui analysent la réalité. Et ces cadres-là, ces méthodes-là, on ne peut pas s'en passer complètement. Partant de ce que vous affirmez concernant l'importance des autres disciplines, notamment sur ce que la philosophie permet d'apporter, je pense que ça fait un lien avec la question qu'Alexandre a posée par rapport à si les grandes théories morales dites classiques
sont marqués par une continuité ou une rupture avec l'avènement de l'éthique appliquée. C'est intéressant de se poser la question après avoir pensé à l'approche multidisciplinaire puis à l'apport des autres disciplines à la philosophie. Ben, tout à fait, c'est une question, c'est une très belle question. Puis, si je revenais sur la multidisciplinarité, c'était pas pour écarter ou me sauver de cette question, hein, soyez assurés. Non, c'est une très belle question. Et à deux volets, je dirais d'une certaine manière, on pourrait parler qu'il y a une rupture, en un sens, entre les grandes théories morales et l'éthique appliquée, et en un autre sens, il y a une continuité. Bon, si je parle de rupture dans un premier sens, c'est que le propre des grandes théories morales, c'est de viser l'universel. Hein, on est à un niveau d'abstraction et de visée où finalement on vient les différences et le détail des situations et des contextes de vie n'est pas déterminant pour l'élaboration de la théorie. Si on reprend les grandes théories que sont le déontologisme kantien, l'éthique des vertus d'Aristote ou encore l'utilitarisme, on arrive à des principes, on arrive à des postures ou à des énoncés qui ont prétention à valoir universellement. Mais on demeure à un niveau de généralité très élevé. Alors que du côté de l'éthique appliquée, on est plutôt, pour moi en tout cas, je le vois de cette façon, on est forcé de plonger, de s'immerger dans la réalité. Et la réflexion, elle est forcément davantage située dans des contextes. Et là, évidemment, il y a plein de nuances qu'on pourrait apporter parce que là aussi, il y a des niveaux plus ou moins élevés de généralité, hein, mais foncièrement, on est beaucoup moins sur le registre de l'universel, beaucoup plus sur le registre de la contingence, de ce qui est situé, de la réalité des contextes à prendre en considération. Donc, en ce sens-là, il y a une rupture. Il y a en même temps une continuité aussi entre les grandes théories morales et l'éthique appliquée, parce que les grandes théories morales fournissent le bassin des cadres normatifs à partir desquels, en fait, qu'on va mobiliser en éthique appliquée pour alimenter notre réflexion qui porte sur des contextes, qui portent sur des enjeux, des défis actuels. Mais ce n'est pas, et ça a toujours été le problème avec le nom éthique appliqué, Applied Ethics, qui pour moi est une aberration. Mais bon, on fait avec, hein, et puis on l'assume. Mais quand je dis c'est une aberration, c'est que ça laisse l'impression qu'on ne fait qu'appliquer de grandes théories, alors qu'en fait, on comprend bien hein, et on a bien vu avec les décennies que c'est loin d'être uniquement ça, et même ce n'est vraiment pas ça. Sauf qu'on mobilise ces théories, on mobilise ces cadres normatifs, mais on ne se restreint pas aux principes qui y sont développés ou à une méthode disant ben c'est la seule et unique pour résoudre les problèmes. Donc, continuité en ce sens. Sur la rupture, en fait, on pourrait dire que c'est une position méthodologique qui est essentiellement différente sur les fondements, en fait? On peut l'avancer de cette façon-là. Je dirais, en fait, et là, je parle pour moi, vous comprendrez que je me sentirais très mal de dire voici ce qu'est l'éthique appliquée pour tous et toutes. On est quand même dans l'ordre d'un certain pluralisme. Hein. Mais je dirais, pour moi, l'éthique appliquée ne sera pas justement tournée vers la question des fondements. Ce n'est pas une question prioritaire pour moi en éthique appliquée. La question est beaucoup plus que pouvons-nous faire, comment pouvons-nous aborder les enjeux éthiques qui se présentent à nous de manière à proposer quelque chose qui puisse faire sens et qui puisse donner sens à nos actions individuelles et collectives pour résoudre, au moins temporairement, parce qu'on est toujours dans ce contexte-là, pour résoudre au moins temporairement ces problèmes qu'on a identifiés. Donc, la question du fondement est une question... C'est des questions en amont, alors qu'on est beaucoup plus en aval, on est beaucoup plus près du terrain. Sur la possibilité d'offrir des solutions concrètes à des problèmes d'ordre moral, est-ce que l'éthique appliquée, dans son développement, on pourrait
la considérer comme une manière de, sans dire rétablir, mais solutionner peut-être une tension que vit l'éthique entre la théorie et la pratique? Euh, Manière de solutionner, oui, je pense, ou j'aurais tendance à dire plutôt une manière d'assumer cette tension-là, parce que cette tension-là, elle sera toujours présente. Elle sera toujours présente. Hein. À mon avis, l'éthique appliquée, puis quand je disais une posture d'humilité au plan de la multidisciplinarité, je pense que l'éthique appliquée en appelle une aussi au plan de notre pouvoir de résoudre les problèmes. C'est-à-dire que, à mon sens, c'est ce que nous avons de mieux pour aborder les problèmes que nous devons affronter. Et on le fait tout en sachant que euh, il y aura toujours place à des formes d'incertitude ou à la nécessité de revisiter les problèmes parce qu'il y a des éléments, des contextes qui se sont transformés et qui amènent ou qui obligent à avoir des éclairages différents et à remettre en chantier, dans le fond, des réflexions qui ont déjà été faites. Et ça, pour moi, c'est le propre de l'éthique appliquée. C'est un chantier qui est en construction constante, qui amène des solutions temporaires, euh, mais qui sont quand même drôlement essentielles et importantes parce qu'il en va de notre vivre ensemble. Comment aborde-t-on et comment cherche-t-on à résoudre des problèmes, des enjeux qui nous confrontent actuellement, tout en sachant que ça pourra revenir encore dans le futur. La manière que vous terminez votre réponse, ça nous permet de ramener à ce que vous avez dit tantôt. Vous avez dit que l'éthique appliquée nous force à s'immerger dans le concret, à se plonger, puis de prendre un pas de recul par rapport au vouloir d'universalisation des grandes théories morales. Puis considérant qu'on débat moins en éthique appliquée sur ce désir d'universalisation-là, puis qu'on s'immerge, puis qu'on se plonge, on a remarqué de nos jours qu'il y a une institutionnalisation de l'éthique, que ce soit dans les organisations privées et publiques. Mais selon vous, vous avez peut-être abordé un peu la réponse, mais peut-être dans un autre contexte, plus dans le contexte de la tension entre le concret et le théorique. Mais si je vous posais la question, comment l'éthique s'est institutionnalisée, comment le phénomène peut être expliqué, ou quels sont les facteurs qui ont fait émerger l'institutionnalisation de l'éthique? Ça, en soi, c'est une question qui mériterait un cours complet. Bon, vous savez peut-être que dans l'histoire de l'Institut, le thème de l'institutionnalisation de l'éthique a été un des objets de recherche de groupes qui ont été constitués. Je pense que la première subvention obtenue autour de cette thématique-là, c'était en 2007 ou 2008 à l'IDEA, parce que ça regroupait justement des gens de diverses disciplines qui voyaient bien que, ben oui, il y a des préoccupations éthiques au niveau des professions. Il y a des préoccupations éthiques dans les administrations publiques. Il y a des préoccupations d'éthique des affaires, donc qui vont toucher aussi les milieux privés, et donc non pas uniquement publics. Si bien que, oui, l'institutionnalisation de l'éthique, c'est une réalité qu'on a vu se développer au fil du temps. C'est difficile de mettre des dates précises parce que selon les questions abordées, l'éthique s'est institutionnalisée dans différents lieux à différentes époques. Et ce qui nous amène aux facteurs qui ont conduit à cette institutionnalisation-là. Dans les facteurs, moi je dirais, puis je reviendrai sur quelques exemples, dans les facteurs, peut-être le premier, le plus important, c'est le pluralisme de faits qu'on rencontre dans nos sociétés. Dans le fond, ce qu'on a appelé la fin des grands récits ou l'idée que, par exemple, si on prend la situation au Québec, ben, le fait que les réponses ne peuvent pas venir que de la religion. Bon, voilà, parce qu'il n'y a plus de consensus social autour de cette référence-là. Bon, dans d'autres sociétés, ça s'est fait de façon variée, mais c'est toujours cette idée que, dans le fond, dans nos sociétés démocratiques, libérales, au sens général, politique, on est face à un pluralisme. Ce pluralisme-là amène à
des questions évidemment de gestion des conflits, des désaccords. L'autre élément, ben, c'est l'insuffisance du droit par rapport à la résolution de ces problèmes-là. Est-ce qu'on peut se fier uniquement sur le droit comme cadre normatif pour résoudre nos enjeux de décision individuelle et collective? C'est pas possible. Ne serait-ce que l'engorgement des tribunaux, mais aussi le fait que ce n'est pas le droit qui donne du sens à notre lien collectif. Donc, on doit le chercher ailleurs. Parce qu'en général, le droit est plutôt le reflet du sens existant, hein, et non pas ce qui vient donner sens. Donc, on a besoin d'autre chose. Et donc, comment penser ce vivre ensemble, comment le développer? Et en plus, un autre facteur, une crise de confiance. Une crise de confiance qu'on a vu se développer par rapport aux élites dans différents milieux. Crise de confiance qui s'est beaucoup polarisée autour de différents scandales qui se sont produits et qui ont fait en sorte que, OK, on a besoin de la régulation juridique, mais il faut aller au-delà de ça. On a besoin de plus, on a besoin d'aller ailleurs aussi. Et quand je disais des scandales, ben, on peut penser, par exemple, au début des années 60, ce qui a, en quelque sorte, amené la fondation de l'éthique médicale et de la bioéthique. C'est une série d'expérimentations qui ont eu lieu et pour lesquelles, finalement, il y a eu... c'est ça, des expérimentations médicales sur des sujets humains où la notion de consentement, on n'y était pas du tout. Hein? Ça pouvait aller jusqu'à injecter, un exemple, le virus de l'hépatite B à des jeunes résidents d'un institut psychiatrique. Il y a un peu ce genre de situation. Et il y a un auteur qui avait regroupé une vingtaine de ces expérimentations, toutes plus scandaleuses les unes que les autres, et qui a publié donc, dans une grande revue médicale. Et ça a vraiment créé un nombre de chocs avec la question, est-ce qu'on peut faire confiance au médecin lorsque le médecin est en même temps un chercheur et que ce qu'il fait, il doit normalement penser au bien-être de son patient, mais pour la recherche, peut-être qu'il excède, dans le fond, l'usage de ses pouvoirs. T'sais. Bon, là, j'en parle pour les médecins. On a vu la même chose avec le politique, le scandale du Watergate, notamment. Hein? On a vu des scandales aussi au plan économique, scandale de fonds de placement, scandale Enron, et bon, il y en a eu quantité d'autres. Donc, beaucoup d'éléments de cet ordre-là qui étaient, au fond, peut-on faire confiance aux élites? Et qu'est-ce qui permet de contrôler ça? Ce qui a amené aussi, là, je vous ramasse en une capsule là, des choses qui demanderaient beaucoup de développement, mais ce qui a amené aussi un organisme, par exemple, un organisme international comme l'OCDE, à se pencher sur le service public. L'usage des fonds publics, est-ce qu'il est adéquat? Est-ce qu'il y a de la corruption? Bon, non, pas est-ce qu'il y a de la corruption, mais l'OCDE documentait justement le phénomène de corruption dans les administrations publiques. Comment on peut arriver à résoudre cela tout en laissant des formes d'autonomie décisionnelle aux acteurs? Donc, ça suppose, encore une fois, de la régulation. Mais de la régulation qui ne peut pas, encore, fonctionner uniquement que par le droit. D'où la référence à l'éthique. Éthique, volet professionnel. Ceci dit, l'éthique professionnelle n'a pas attendu les scandales des années 60 pour exister. Ça existait avant. Mais il y a eu un renforcement, notamment au Québec, au début des années 1970, avec la création de notre système professionnel. Donc, il y a eu un renforcement des cadres normatifs autour de l'activité professionnelle. Il y a eu cette et ça, c'est de l'institutionnalisation de l'éthique. Il y a eu l'institutionnalisation de l'éthique dans nos administrations publiques aussi, où on s'est intéressé au volet éthique du service public. Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre de nos fonctionnaires, mais aussi de nos gestionnaires? Le petit scandale auquel, petit, qui n'est pas si petit, mais lorsqu'on regarde la commission Galland à l'heure actuelle, sur SACLIC, on est dans cet ordre-là. On est dans, est-ce qu'il y a une bonne gestion des fonds publics? Et est-ce qu'il y a des vulnérabilités de l'appareil public qui font en sorte que des décisions d'individus sont prises incorrectement et
Et ça suscite des réflexions, non pas uniquement d'ordre juridique, mais d'ordre éthique aussi. Et donc, cette institutionnalisation de l'éthique, elle a opéré à différents niveaux à partir de ces quelques facteurs là, rapides, donc du pluralisme de fait, de l'insuffisance du droit, si bien que l'éthique est devenue une dimension très présente dans beaucoup d'organisations, en tout cas dans les organisations publiques clairement, dans les organisations professionnelles aussi, mais ça côtoie toujours la norme juridique. D'où, bien souvent aussi, des risques de glissement ou des risques de confusion d'un ordre à l'autre. Est-ce que l'éthique, c'est uniquement de la règle? Est-ce que l'éthique, on peut travailler autre chose que de la règle? Et là, d'où le fait que c'est devenu un champ de recherche très important. Et là, j'ai mentionné tout ça, et il y a l'éthique publique, donc à travers ça, hein, au fond. Il y a une revue qui s'appelle Éthique publique, donc qui est présentement dirigée par mon collègue Patrick Turmel. J'ai eu la chance de diriger cette revue pendant 15 ans. Et la revue Éthique publique s'intéresse justement à ce type de questions. Hein, comment l'éthique intervient par rapport à de grandes questions qui, ultimement, appelle l'intervention de nos décideurs publics de manière large. Vous nous avez fait un peu cette histoire de l'institutionnalisation, excusez-moi, de l'éthique. Et je ne sais pas si je l'interprète nécessairement mal, mais en fait, ça vient peut-être d'un désir, entre autres du public, mais qu'il y a une certaine... En fait, c'est que les instances puissent... comment dire, rendre des comptes au public. Entre autres, bon, vous avez parlé des différents scandales avec les médecins, l'hépatite. Je suis curieux, est-on capable de revirer un peu, de retourner l'appareil, puis de se mettre dans la position du professionnel qui, lui, doit aussi vivre avec ces différents codes, cette institutionnalisation de l'éthique appliquée? Comment est-elle vécue par les professionnels, autant dans leur pratique, mais aussi dans un plan plutôt personnel? Ça aussi, c'est un immense champ de recherche. Hein. Là, on est sur les questions d'éthique professionnelle qui se vivent pour beaucoup, justement, en fait, qui se vivent toujours dans des cadres institutionnels. Donc, les cadres institutionnels qui ont leur propre mécanisme de régulation. Et s'ajoute à ça, pour les professionnels en exercice, des cadres de régulation qui sont ceux de leur profession. Donc, vous savez, dans notre système professionnel québécois, il y a une quarantaine d'ordres professionnels parce qu'on utilise, tout dépend comment on utilise le terme professionnel. Hein. On peut parler de professionnels en visant des gens qui ne sont pas, j'allais dire soumis, mais c'est certainement pas le bon mot, qui n'appartiennent pas à un ordre professionnel dûment reconnu par la loi. Nos joueurs de hockey, ce sont des professionnels. Hein, quand on parle du Canadien de Montréal, ce sont des professionnels. Mais on comprend bien que ce n'est pas en ce sens qu'on emploie professionnel lorsqu'on parle de l'institutionnalisation de l'éthique. On va plutôt parler de gens qui, et c'est ça, je pense, qui est important, qui occupent une fonction, qui occupent un rôle auquel est associé ou sont associés des règles, des normes de pratique, des obligations, donc des devoirs, mais aussi des responsabilités, notamment de la reddition de comptes, et qui entraînent chez eux, qui font qu'ils sont placés dans des situations où parfois leur position morale personnelle peut être mise en tension avec des attentes qui leur sont adressées. C'est des enjeux possibles de tension que peuvent parfois vivre des professionnels. Comme les professionnels peuvent parfois vivre, ça, c'est des situations assez complexes. On en a parlé déjà dans certains ouvrages, ce qu'on a appelé le problème des loyautés multiples. Problème des loyautés multiples parce que le professionnel, par exemple, qui est à l'emploi, que ce soit à l'emploi du gouvernement, supposons un ingénieur qui est employé par le ministère des Transports, supposons un autre professionnel qui est à l'emploi d'une grande firme ou d'un grand bureau d'avocat, par exemple. Bon, ces professionnels-là ont des obligations de loyauté envers leur employeur. Il est prévu dans nos lois que cette loyauté-là, elle est fondamentale. Donc, un employé ne peut pas dire n'importe quoi
ou laisser n'importe quelle information dont il a connaissance dans son travail, laisser ça fuiter librement. D'où le problème de l'usage des médias sociaux. Hein. Mais bon, voilà. Cette loyauté-là, elle existe de ce côté, mais elle existe aussi par rapport à la profession. Parce que la même personne, que ce soit l'avocat, que ce soit l'ingénieur, ou que ce soit un travailleur social ou autre, qui est à l'emploi de l'État ou d'une grande firme privée ou d'une entreprise, peu importe, a un ensemble d'obligations aussi qui relèvent de sa profession. Et il peut arriver parfois que les attentes ou les situations dans lesquelles l'employeur place le professionnel qui est son employé soient un peu en porte-à-faux par rapport à ce qui est exigé ou attendu du professionnel selon sa déontologie professionnelle. Alors, ces types de problèmes-là se posent et c'est complexe et ça suppose de la part des professionnels qu'ils soient capables de tirer la ligne aussi entre ce qu'il leur est loisible de faire, ce qui relève de leurs obligations et quelles sont les ressources, les dispositifs qui sont mis en place, parfois pour sonner l'alerte ou pour obtenir de l'aide, justement, pour les aider dans ces situations difficiles qu'ils ont à vivre. Donc, c'est pas toujours facile d'occuper ce type de rôle. Et l'éthique, là où l'éthique intervient justement, c'est que au-delà de la déontologie professionnelle, donc ce code de normes, d'obligations qui relève de la profession, et au-delà des obligations qui sont adressées au plan juridique aux travailleurs, ben, il y a place pour la réflexion éthique sur le sens que fait l'activité professionnelle dans des situations particulières où un professionnel voit que c'est des valeurs qui sont en jeu. C'est le sens du rôle qui est le sien qui est en jeu aussi. Et à ce moment-là, comment il peut arriver à agir dans ces cadres-là qui sont complexes? Qu'est-ce qu'il peut avoir comme soutien, comme aide? Oui, puis comme vous dites, il y a le code de déontologie qui est dans une mesure peut-être plus hétéro-régulatoire, qui est une volonté sociétale d'institutionnaliser l'éthique, d'encadrer les professionnels, de donner certaines lignes directrices pour éviter, d'une certaine manière, les inconduites professionnelles, si on veut, de réduire l'asymétrie entre le professionnel et le client. Donc, on a d'un côté hétéro-régulatoire l'aspect peut-être plus normatif, puis comme vous l'avez bien décrit, du côté autorégulatoire, on a la réflexion éthique. L'éthique qui vient donner sens au code de déontologie, à la manière d'agir. Mais je vois aussi une autre, pas une distinction, mais dans le cas du professionnel, l'éthique professionnelle, comme vous avez dit, les enjeux vont être vécus au niveau micro. On est parti d'un vouloir sociétal macro d'institutionnaliser l'éthique qui mène à des réflexions éthiques sur le niveau micro, qui se vit de manière individuelle. Donc, en plus d'un conflit entre la norme régulatoire qui vient de l'extérieur, hétéro-régulatoire, qui vient de l'intérieur, autorégulatoire, il y a aussi le conflit entre les niveaux macro et micro. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Il demeure en bout de ligne, ce sont les individus qui ont, professionnels comme individus, personnes, qui a à gérer la situation, à se positionner. On regarde ce qui se passe actuellement là, depuis le début de la présidence Trump. Les problèmes qui peuvent être vécus par des fonctionnaires en termes, je parlais de la loyauté tout à l'heure. Si j'en parle un peu, c'est parce que je travaille actuellement avec des collègues au Québec et en France sur cette question de loyauté dans les administrations publiques. Et le cas états-unien est absolument fascinant en même temps qu'il est d'une tristesse inouïe parce que quantité de gens qui se retrouvent en situation où, au fond, la réflexion pour eux, c'est à qui dois-je ma loyauté en tout premier lieu? Le président, on le sait bien, exige une loyauté envers sa personne. Une loyauté absolue envers sa personne, on pourrait dire sa fonction si on est généreux, mais bon, enfin. Donc, il exige cette loyauté-là absolue. Mais le fonctionnaire, à qui va sa loyauté? Est-ce qu'elle va à la Constitution? Est-ce qu'elle va à la personne du président?
Est-ce qu'elle va à l'État? Est-ce qu'elle va à la communauté qui le dessert? Et ensuite, on peut dégager tout un ensemble de niveaux aussi à son supérieur immédiat, par rapport à ses collègues, par rapport... Non, et aux scientifiques qui, par exemple, produisent les données, si on parle du milieu de la santé avec tout l'enjeu vaccinal là, aux États-Unis, ce qui se passe actuellement. Donc, le professionnel ou le fonctionnaire ici, peu importe, est tout à fait aux prises avec ces questions-là et personnellement vit, ou risque en tout cas, de vivre des tensions énormes, des formes de souffrance extrêmement importantes. Vous dites souffrance, finalement, ce déchirement-là que l'individu vit, est-ce qu'on peut l'appeler une souffrance morale? Est-ce que c'est le terme approprié? Oui, on peut tout à fait appeler ça souffrance morale. Il y a d'ailleurs passablement de travaux là, qui se sont faits dans différents milieux qui ont documenté là, ce phénomène-là, notamment pendant la période de la COVID, dans les milieux de santé. Parce qu'il y avait là tout un ensemble, une tempête parfaite au fond, pour les professionnels de la santé qui se retrouvaient aux prises là, avec des situations très difficiles à vivre et avec finalement peu de soutien ou peu de direction très claire là, à suivre. Mais ça peut se vivre dans tous les milieux professionnels. L'idée essentiellement de ça, c'est ce qui est ressenti par des professionnels, par des acteurs là, moraux, quels qu'ils soient. Lorsqu'ils se retrouvent en situation d'incapacité de poser des actions que commande leur jugement moral bien affirmé, que commandent les valeurs qui sont au cœur de leurs convictions. Quand on est dans cette impossibilité-là, on peut vivre évidemment de l'anxiété. On peut vivre des malaises, des frustrations très fortes. Et ça vient beaucoup, au fond, avec l'absence de pouvoir. L'absence de pouvoir que le professionnel ressent par rapport à la situation dans laquelle il se trouve. Je ne peux pas faire ce que je devrais ou voudrais ou ce que me commande mon éthique professionnelle. On l'a vu notamment, il y a eu des études intéressantes qui ont été faites ici au Québec avec le milieu des travailleurs et travailleuses sociaux, qui est un milieu où ce sont des gens déjà qui sont dans un travail de proximité, donc dans vraiment le contact individuel, avec des gens qui vivent des situations difficiles. Hein, le travailleur social, là, son quotidien, c'est pas d'aller rencontrer des gens heureux pour qui tout va bien, hein, on s'entend. Donc, c'est des gens qui sont confrontés à de la souffrance, qui sont confrontés à des difficultés, à des tragédies humaines. Leur travail, ils sont formés pour soutenir, aider ces personnes, les diriger vers les bonnes ressources, être capable d'analyser les situations correctement et poser des actes professionnels dans ce cadre-là. Mais eux-mêmes, en plus d'être confrontés à la souffrance des autres, se retrouvent bien souvent, et non seulement bien souvent, mais ce qui a été documenté, c'est beaucoup, cette réalité, dans des contextes où on leur demande finalement, les rencontres avec ces gens, vous disposez de 1 heure maximum, vous disposez de 30 minutes. Les personnes, vous pourrez les rencontrer 5, 6 ou 7 fois, mais pas davantage. Ensuite, il faut produire le rapport et décider. Un ensemble de barèmes, de contraintes. Et ça, je pense que c'est le maître mot, là, quand on parle de souffrance morale, c'est comment composer avec les contraintes qui nous sont imposées. On peut comprendre que des contraintes, c'est inévitable qu'il y en ait. Hein? Il n'y a pas de ressources infinies. Mais en même temps, des gens doivent vivre avec ça et se retrouvent dans l'incapacité de, dans ce cas-là, c'est une relation d'aide qui est la visée, hein, qui donne du sens à l'action du travail social. Mais si le travailleur, la travailleuse se dit, ben oui, ce que j'ai fait, c'est 25% de ce qu'il aurait fallu que je fasse. Je n'ai pas été en mesure de déployer les mesures dont je sais, excusez, mesure 2 fois, bon, que je sais finalement les gens en auraient besoin davantage d'écoute. J'aurais besoin de rencontrer encore plus les personnes autour pour mieux comprendre et mieux intervenir. Mais je ne peux pas. Les contraintes empêchent cela. Et donc, à ce moment-là,
il y a un fardeau moral qui est mis sur les personnes. Il y a des contraintes à l'accomplissement du rôle, qui est le rôle professionnel, et qui font en sorte que la personne va ressentir beaucoup de souffrance. Et là, quand on parle de fardeau moral excessif, c'est qu'au fond, ça advient quand le professionnel ou l'agent moral ne peut pas trouver le support suffisant pour l'aider à son tour à composer avec les décisions qu'il ou elle a à prendre. Vous parlez de situations dans lesquelles les gens ont des contraintes à respecter ou ils font face à des situations difficiles, problématiques, comme on l'a dit plusieurs fois, qui font preuve de... Pas qui font preuve, mais qui ont un sentiment de souffrance éthique. Est-ce que ça nous permet de montrer que l'institutionnalisation de l'éthique, puis l'espèce d'engouement qu'on peut voir autour de l'éthique, comme on entend souvent, les codes d'éthique, les valeurs organisationnelles, oui, ça a plusieurs effets positifs, mais comme plein de cas que vous avez démontrés, est-ce qu'il y a aussi un danger d'instrumentalisation de l'éthique? Ben, je peux faire un lien, là. On parle beaucoup de la crise climatique, d'éthique environnementale, puis on parle d'éco-blanchiment. Est-ce que pour l'éthique, on pourrait parler d'éthico-blanchiment? Ça existe. On peut certainement en parler. Là-dessus aussi, il y a eu un certain nombre de dénonciations de ce qui a été considéré par plusieurs comme de la récupération du discours de l'éthique par des entreprises qui, finalement, ont bien peu d'intérêt vis-à-vis ces questions, si ce n'est que la posture, au fond, d'afficher quelque chose publiquement dans un but réputationnel, essentiellement. Donc, ça devient un outil de marketing, hein, disons-le clairement. Je me rappelle d'ailleurs qu'une des premières fois où j'avais abordé ces questions-là dans des cours, j'étais tombé sur une publicité d'un parfum italien qui s'appelait Éthique. Bon, alors vous voyez, tous les types, et ça, c'était dans les années 90, hein? On ne parle pas là, de quelque chose de tout à fait récent. Donc, dans toutes les sphères d'activité, il y a quelque chose, bon, éthique, c'est bien. C'est bien. Oui, il y a de la récupération tout à fait possible. Le fait, par exemple, qu'on puisse parler de pétrole éthique, parce que ça se voit, particulièrement ici au Canada, en soi, c'est déjà un indice que l'instrumentalisation est tout à fait possible. Maintenant, pour moi, la question, c'est oui, l'instrumentalisation existe, mais en même temps, on doit se garder d'avoir une lecture totalement cynique vis-à-vis le mouvement d'institutionnalisation de l'éthique, compte tenu justement de cette récupération possible qui peut exister et qui existe dans certains milieux. Je pense qu'il faut se garder de ça parce qu'il y a des initiatives extrêmement intéressantes qui ont lieu, qui ont cours avec cette institutionnalisation de l'éthique. Ce n'est pas qu'un phénomène de surface. Ce n'est pas qu'un phénomène de blanchiment ou de marketing, bien qu'il y a toujours, effectivement, ce risque, cette possibilité. Donc, on doit demeurer vigilant. On a juste à penser aussi, par exemple, toute la question de la labellisation, là, hein? Le café éthique, ce genre de choses, la nourriture éthique de divers ordres. Moi, j'ai toujours un petit sourire en coin quand je vois ça, parce que je me dis... D'abord, l'éthique a le dos large, mais l'éthique est une notion qui, somme toute, relativement vague et générale. Si on veut parler de café équitable, par exemple, déjà là, on vient de qualifier quelque chose en termes de visée ou d'attente que l'on peut raisonnablement avoir par rapport à ce marché ou cette production-là. Si on parle de café équitable, ça sous-entend que les producteurs, qui sont, dans le fond, la première, les premiers sollicités dans cette chaîne commerciale, ça suppose que les petits producteurs reçoivent des avantages qui sont équitables.
ça suppose qu'on prend en considération quelle est la part qui devrait leur revenir. Donc, on vient qualifier plus précisément quel est le cadre, le volet éthique sur lequel on prétend travailler ou à partir duquel on prétend intervenir. Donc, pour moi, ça commence à avoir de la valeur parce qu'on peut là, davantage identifier et aller voir bien, le label, la certification, vise quoi exactement? Concerne quoi exactement? Si c'est uniquement éthique, on peut y mettre tout et son contraire. En bout de ligne, pour moi, ça ne veut plus rien dire. Ça, c'est l'exemple des certifications. Mais pour faire suite à ce défi, je crois, qui s'impose à l'éthique appliquée, entre autres dans la définition des termes, puis de qualifier correctement, finalement, les différents projets. Bon, le café. On le rappelle, M. Bégin, vous êtes président de la Commission de l'éthique en sciences et technologies. Selon vous, quels sont les défis et les promesses que l'on peut apercevoir pour l'avenir de l'éthique appliquée? Bon, les défis, ils sont énormes et je ne crois pas qu'ils vont aller en diminuant. Du côté de la Commission de l'éthique en sciences et technologies, bon, comme le nom le dit très bien, on est préoccupé, en fait, notre travail est de conseiller les décideurs publics sur les enjeux éthiques qui sont posés par les développements des technologies et des sciences. Donc, ce sont sur ces volets-là que nous avons à intervenir. Donc, c'est un cadre à l'intérieur de l'éthique appliquée, mais on comprendra que ce n'est pas la totalité des questions d'éthique appliquée là, qui y sont abordées. Et c'est tant mieux parce que déjà, ce qu'on a à considérer est déjà énorme et nous sommes, en quelque sorte, à la merci des développements des sciences et des technologies. Hein. À l'heure actuelle, on comprendra qu'il y a un engouement et aussi énormément de travail qui se fait autour de l'IA, autour de l'intelligence artificielle. Hein. Il y a un buzz et qui n'est pas un buzz passager. Hein, parce qu'il y a des bouleversements sociaux qui vont forcément suivre de ces développements. On le voit dans les milieux du travail, mais on le voit dans quantité à peu près tous les secteurs d'activité. Et donc, il y a un ensemble de défis qui sont posés par ces développements-là. Nous travaillons avec des partenaires, avec des experts, des gens qui développent cela et des gens qui réfléchissent sur différents ordres pour aider les décideurs publics à se positionner, à réguler, à voir ce qu'on devrait y faire. On a parlé notamment dernièrement de la souveraineté numérique, l'enjeu que représente le fait que les centres de données, parce qu'on parle beaucoup du nuage, le cloud. Là. Le nuage, c'est une vue de l'esprit. C'est un langage métaphorique qui est utilisé pour laisser entendre que tout ça, dans le fond, il n'y a pas de matérialité. Mais c'est tout faux. Tout ça repose sur une matérialité qui exige des ressources environnementales énorme. La Commission a produit d'ailleurs un rapport sur cette question-là, des enjeux environnementaux du numérique, qui a été publié l'an dernier. Et la question des centres de données, donc qui gèrent l'ensemble de ces données-là, bien, est-ce que le Québec, est-ce que les centres sont sur le territoire québécois? Est-ce que les données, finalement, sont contrôlées par des acteurs d'autres pays et qui, soumis aux législations de ces autres pays, font en sorte que, dans le fond, nous ne contrôlons pas nos propres données? C'est quelque chose d'extrêmement important dans le contexte actuel. Et ce n'est une petite facette de l'ensemble des défis que ça pose. On travaille à l'heure actuelle sur la question des voitures connectées. Et je ne parle même pas des voitures automatisées, là, mais simplement le fait de la connectivité des automobiles et encore une fois, tout ce que ça représente par rapport à la vie privée des individus et par rapport aussi à un des grands défis qui est posé par ça, la question du consentement. Et ça vient rejoindre la boucle du début de ce dont on parlait quand on disait qu'il y avait des expérimentations médicales sans consentement des personnes et ça a amené au développement de la bioéthique. Le consentement, on établit, il y a des règles qui sont requises. Quand vous achetez une nouvelle auto, ou encore vous allez sur les réseaux sociaux,
vous avez à donner votre consentement. Qui lit les contrats en question? Qui lit l'ensemble des pages qui sont... C'est monstrueux. L'ensemble de ce qui est indiqué là et qui arrive à comprendre ce qu'on y trouve. Donc, le consentement en soi, maintenant, est de plus en plus questionné comme outil. Est-ce que c'est un outil suffisant pour garantir que la vie privée des personnes sera respectée et avec tout ce que ça représente? Il y a des enjeux là, qui sont énormes. Voitures connectées, on travaille sur le captage de carbone. Ce sont des technologies tout à fait nouvelles qui visent donc à décarboner l'atmosphère, mais qui peuvent être utilisées aussi pour du greenwashing également. Et quelle est la fiabilité des technologies? À quel point on devrait investir dans ces technologies? Jusqu'où? Et quels seront les impacts sur les territoires aussi qui sont concernés par différentes méthodes qui vont, par exemple, l'enfouissement de puits de carbone? Qu'est-ce que ça peut représenter pour des communautés, certains territoires? Donc, je vous donne ces quelques exemples-là. C'est présentement des dossiers sur lesquels on travaille. L'intelligence artificielle et la démocratie en période électorale. Quel type de manipulations sont possibles? Quel type d'usages peuvent en être faits? Ce sont des micro-capsules. On s'intéresse aussi de plus en plus à la physique quantique, parce que ça, c'est la prochaine génération, ce qui s'en vient. Les neurotechnologies, les neurosciences également, où il y a des développements énormes qui se font et qui entraînent des enjeux d'une énorme complexité aussi. Donc, vous me parliez des défis, mais je vais arrêter là, sur les défis parce qu'on pourrait continuer comme ça un peu à l'infini, parce que là où il y a développement de technologie et développement de sciences qui apportent, soit dit en passant, des bénéfices énormes, hein? La posture de la commission, c'est pas de dire on retourne à l'âge des cavernes, hein? Mais c'est simplement, il y a des bénéfices et qui sont poussés forcément par les promoteurs de ces nouvelles technologies et des applications des sciences, mais on doit regarder aussi les conséquences. On doit regarder quelles sont les balises requises pour faire en sorte que, on respecte les valeurs qui sont des valeurs qu'on juge essentielles dans notre société, essentielles à maintenir. Donc, on travaille dans cet horizon-là. Et à ce moment-là, les promesses de l'éthique appliquée, moi, c'est peut-être pour revenir à ça, c'est que l'éthique appliquée, la réflexion en éthique, pour nous, l'idée, c'est on est toujours là pour pousser, pour rappeler l'importance de prendre en considération la dimension éthique de ces phénomènes qui, forcément, amènent des transformations sociales ou vont amener des transformations sociales. Donc, les décideurs publics, bien sûr, sont préoccupés par les dimensions économiques, hein, les avantages et autres de ces développements-là. La dimension éthique, nous, on est là pour rappeler, oui, mais peut-être attention à certaines choses et comment, encore une fois, comment baliser ces développements-là ou comment faire en sorte qu'on arrive collectivement à s'assurer le meilleur vivre ensemble possible tout en utilisant, c'est ça, les avantages et les bienfaits, les bénéfices que peuvent nous apporter ces développements-là. Donc, c'est un mandat qui est absolument fascinant. Et pour moi, l'éthique appliquée a un avenir certain. Entre-temps, il y a aussi longtemps que des gens continueront de s'y intéresser et d'y travailler et d'aborder avec réalisme, parce que je pense aussi que c'est important, d'aborder avec réalisme les défis qui sont les nôtres. Je crois que vous montrez bien dans quelle mesure l'éthique non seulement donne sens au cadre normatif qu'on se donne en tant que société, mais l'éthique permet aussi, comme vous le faites à la commission, de mettre la lumière sur les enjeux possibles pour l'avenir dans l'avènement des nouvelles technologies, des sciences. Donc, c'est non seulement un donneur de sens, mais c'est aussi quelque chose qui permet à notre société d'évoluer, puis de s'encadrer pour le mieux, si je peux me permettre de dire ça comme ça. C'est exactement ça. Et pour nous, je pense que la réflexion éthique doit, et ça restera toujours un défi, être entendue
et pouvoir exercer une forme d'influence sur les décisions qui concernent notre société. Mais c'est un défi constant parce qu'on comprend bien que ce n'est pas la dimension qui est la plus fortement mise de l'avant. Hein? Il y a d'autres pressions qui s'exercent. Il y a d'autres préoccupations tout à fait légitimes qui animent nos décideurs et qui animent nos sociétés. La dimension éthique est une dimension parmi d'autres, mais elle est essentielle. Et je pense qu'il doit y avoir des gens, justement, qui sont là pour le rappeler, pour y travailler et pour chercher à avoir cet impact-là. Très intéressant. On va conclure sur cette note-là. Nous vous remercions encore une fois d'avoir été des nôtres pour ce premier épisode du balado Éthique en pratique. Ce fut très intéressant, très enrichissant. Puis je crois qu'on a réussi à mettre la table pour bien lancer un balado qui se veut un balado qui explore les réflexions, les connaissances, qui partage la recherche dans le domaine de l'éthique appliquée. Donc, je crois que vous avez bien permis de mettre les bases pour qu'on puisse continuer sur cette note-là. Puis, nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous visiter, de partager vos réflexions, votre expérience. C'est très apprécié. Puis, quand je dis ça, je parle au nom d'Alexandre puis en mon nom. Oui. Merci beaucoup, M. Bégin. C'est moi qui vous remercie et puis félicitations pour cette initiative. Bravo. Je pense que c'est extrêmement intéressant. Puis j'espère que vous aurez un auditoire très large là, à la mesure de votre motivation à aller de l'avant avec ces questions-là. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. C'est ce qui conclut le premier épisode, en espérant qu'il ait réussi à éclaircir davantage le champ de l'éthique appliquée. Nous voulons aussi remercier l'équipe de l'IDEA qui propulse ce projet. Merci d'avoir été des nôtres. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine entrevue.